Jack, je suis très content que tu sois venu me voir, parce que donc il y a quelques jours, une bonne semaine, lors de la foire du livre, tu as assisté à la présentation d'un bel ouvrage édité par Liliane Knoop des éditions Prisme, Géphane de Villiers, que tu as eu l'occasion de rencontrer à la librairie Peinture Fraîche. Comme la foire du livre travaille cette année en décentralisation, il y avait présentation de l'ouvrage de Géphane de Villiers intitulé Fragments de silence, si j'ai bien retenu, parce que le titre n'est pas là, chez Prisme Édition. Alors, comme je connais Géphane, comme je connais l'éditrice, et comme c'était présenté chez Peinture Fraîche, dont le libraire Philippe Demoulin est un grand ami aussi, je me suis fait un grand plaisir d'y aller. Et donc j'ai découvert ce magnifique livre, dont sûrement nous allons parler. Et puis, effectivement, ça a été pour moi l'occasion de ressortir un petit peu mondainement, d'une part, et puis de revoir Géphane que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Je reviens à ma présentation que tu as essayé de t'échapper maladroitement, mais donc poète, écrivain, plasticien, Tu peintre. parles de moi? Oui. Non, peintre non. Peintre non. Non. Comment vas-tu te qualifier au niveau... Non, moi je suis écrivain. Écrivain, d'accord. Ouais. Dans quel cadre as-tu alors rencontré Stéphane de Villiers? Alors, laisse-moi trouver mes mots. Ce n'est pas dans le cadre de l'écriture. Je vais te dire, j'ai découvert l'œuvre de Géphane il y a 40 ans. Alors, je dis 40 ans à la grosse louche, parce que je sais très bien où c'était, mais j'ai vu dans sa liste d'exposition que c'était à la galerie Alexandra Monette, qui était chaussée de Charleroi, mais il y a exposé plusieurs fois. Alors, à laquelle de ces expositions est-ce que, lors de laquelle de ces expositions est-ce que je l'ai découvert, je ne sais plus. Mais globalement, c'était il y a 40 ans. Et alors, je me souviens, je n'ai pas un souvenir exact des œuvres qui étaient présentées, je dois bien t'avouer, mais par contre, j'ai deux souvenirs très importants. C'était la mise en scène de l'exposition. Toutes ces œuvres, qui étaient, me semble-t-il, plutôt de petits formats, je ne me souviens pas de pièces monumentales, étaient présentées sur des socles ou bien dans des présentoirs en carton. Donc du carton ondulé de caisse. Et c'était à la fois très simple, très sobre, ça avait le côté brut et ça avait le côté aussi, la couleur un petit peu brun clair, la couleur terreuse de ces œuvres. C'était une merveilleuse réponse. Je trouvais que la mise en scène de cette exposition était magnifique. Et j'ai un deuxième souvenir, c'est que, hasard des circonstances, Géphane, que je ne connaissais pas à l'époque, était dans l'exposition et il parlait avec des enfants. Et j'ai souvenir de Géphane parlant avec ses enfants. Je ne sais pas s'il était agenouillé ou accroupi, mais il parlait à leur hauteur. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Ça fait vraiment un lien avec sa démarche artistique. C'est cette manière d'être à la hauteur du regard, d'être à la hauteur du monde, d'être à la portée du reste du temps. Alors, à partir de là, bien, effectivement, j'ai plus ou moins suivi sa carrière et j'ai vu de ses expositions jusqu'au moment où on a, à nouveau, circonstances bienvenues, on a travaillé avec la même galerie à Zeebrugge, qui était MGR Galerie, et on a eu une exposition ensemble. Voilà. Donc tu as quand même une expertise qui date déjà de quelques années, Oui. sur l'œuvre du Oui, de l'artiste.
j'ai un regard assez approfondi sur son œuvre, d'autant plus que je ne le connaissais pas avant, et puis je me suis aperçu, mais c'est très discret dans le livre qui vient d'être publié, qu'il a fait d'autres choses avant. Manifestement, il a été influencé par Brancusi, Germaine Richier, Zadkine, des choses comme ça. Il a fait d'autres choses, mais que je ne connais pas et dont je ne sais pas si elles ne sont pas mises de côté par rapport à toute à ce qu'il appelle l'Arbonie, cette civilisation inventée, dont il a donné, qu'il a caractérisé poétiquement et métaphoriquement, je dirais. Donc, je ne sais pas s'il montre encore ou si on peut voir de ses œuvres antérieures. Disons qu'il apparaît aussi dans le ventre de Bruxelles au même titre que Paul de Gobert qui a décoré une station de métro. Ah oui. Il y a aussi donc toute une série d'œuvres exposées. Ah oui, oui, oui. Alors ça justement, en dehors du fait que effectivement on peut le voir peut-être dans certains musées où on peut le retrouver dans le livre, on a la grande chance à Bruxelles. Il a décoré la station de métro Albert et il y a des décorations murales dans le hall d'entrée de la station, donc au premier sous-sol, mais il y a aussi un gigantesque chariot avec un grand fragment de mémoire qui est dans la station, et la station Albert est une station en fourchette. Il y a deux lignes qui s'y croisent, et le chariot est posé juste à l'intersection des lignes, donc même sans quitter le tram, on peut voir son œuvre, qui est très imposante. Je trouve que c'est une œuvre qui est très parlante, parce que par le fait des personnages de ce chariot, qui peuvent sortir vers l'extérieur, c'est toute une renaissance qui peut... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans l'œuvre de Yéphane de Villiers. C'est que, en fait, il travaille avec des choses mortes. Entendons-nous bien, ce ne sont pas des choses tuées. Donc, il ramasse des débris, des feuilles tombées, des plumes tombées, des oiseaux, des branchages, ou bien maintenant qu'il est au bord de la Gironde, parce qu'il a longuement travaillé dans la forêt de Soignes en recueillant des débris de forêt, maintenant il recueille aussi ce que la mer rejette. Donc il travaille avec des débris. Et en fait, qu'est-ce que c'est une branche morte tombée d'un arbre? Mais c'est une branche qui a vécu, et lui, par son travail artistique, par son travail créateur, il lui donne une autre vie. Donc en fait, on est quelque part avec du mort, qui pourrait rester figé, oublié. C'est un peu la renaissance de la forêt après l'incendie. Oui, voilà. Et aux choses auxquelles on ne ferait même pas attention. Et lui, il leur redonne une vie, et une vie avec une grande intensité. C'est encore l'image de se rebaisser, comme se remettre à la hauteur des enfants. Mais à nouveau, voilà. C'est regarder en bas, regarder ce qui est tombé. C'est important. Bon, moi j'ai appris, je ne le savais pas, je l'avais un peu deviné dans sa démarche, mais j'ai appris que Yéphane a été très malade quand il était enfant, et qu'il est resté longtemps alité et sans bouger. Et donc il n'avait que le regard pour s'échapper et regarder par la fenêtre. Et donc je pense qu'il a construit un monde à partir effectivement de l'arbre qu'il voyait s'élever, à partir des oiseaux qu'il voyait passer, et de ce côté envolé qu'il y a. C'est très important les envolés, parce qu'il raconte aussi qu'il a fait...
qu'il a eu un rêve où il échange avec un ange, et alors il échange les mains avec un ange, et puis après il ne sait plus très bien qui sont les mains, s'il a pris les mains de l'ange, ou bien comment ils ont échangé, et puis il se demande lui-même s'il a des ailes. Et ça se retrouve dans tout son travail, parce qu'en fait, tous ces petits personnages qu'on voit, ce sont des personnages qui sont debout, mais n'ont pas de jambes. Ils ont plutôt des ailes. Oui, voilà. Ils ont plutôt des ailes qui sont parfois des morceaux d'écorce, qui sont parfois des feuilles, et qui sont parfois effectivement des plumes récupérées. Bon, mais ils sont figés debout, mais ils sont dans une position, comment dire, ils sont dans une position qu'on devine d'envol, mais ils ne s'envolent pas. En fait, c'est le regardeur qui les fait s'envoler. C'est un envol intérieur, c'est un envol spirituel. Il nous observe, quoi. À nouveau, voilà, le rapport avec l'ange, c'est un rapport, un envol spirituel, c'est vraiment un envol intérieur. Et on sent que tous ces personnages ont une vie intérieure intense. On sent qu'elle vient de loin. Moi, je te dis, cette manière d'être à hauteur du monde, je pense que devant les petits personnages de Yeffa, il n'y a pas que des personnages d'ailleurs, parce qu'ils s'amusent aussi à recomposer des animaux, puis il y a notamment des espèces d'animaux préhistoriques qu'on apparenterait à des dinosaures, ou bien, que sais-je, des petits insectes dont on sait qu'ils sont sur Terre depuis des millions d'années. Et effectivement, ce que je trouve très fort chez lui, c'est que ces petits personnages sont des personnages primitifs, au sens où nous sommes toujours des primitifs. Je veux dire qu'on a beau avoir évolué, s'être industrialisé, technologisé, nous sommes toujours métaboliquement des chasseurs-cueilleurs d'il y a 30 000 ans. Ne rêvons pas. Et donc nous avons toujours le même corps, le même esprit, même avec des enrichis de connaissances, on est bien d'accord, mais nous avons toujours la même spiritualité. Et je pense que ces personnages donnent ça avec une très grande force, et ils traversent le temps. Qu'a-t-il voulu dissimuler dans ces petits paquets, dans ces petites momies emmaillotées? Qu'est-ce qu'il a dissimulé là-dedans? Je pense Qu'est-ce pas. qu'il a voulu je nous pense, laisser? je pense, et je pense pas qu'il dissimule. Alors, je vais donner mon interprétation. Je ne peux pas parler à sa place. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il dissimule. Pour moi, il recueille. Et alors, c'est assez symptomatique quand on lit ces titres. Il parle de nomade, à un moment. Il parle de guetteur. Il parle de veilleur. Il parle de voyage. Il a des carnets de voyage, par exemple, ou des bâtons de voyage. Et ces espèces ces formes d'œufs emmaillotées, là, enficelées et avec des traces, il les appelle des fragments de mémoire. Et donc, effectivement, il y a quelque part je dis dissimulé parce que c'est ficelé. Oui, oui, mais il faut rendre à l'art ce qui est à l'art. La sculpture est forcément immobile, hein, en l'occurrence. Mais elle a une vie intérieure et le spectateur la fait voyager mentalement, intérieurement, peu importe. Et effectivement, le fait de faire écho à des fragments de mémoire, donc
On vient de quelque part, on va quelque part. On est nomade, on est guetteur, on est veilleur. Donc on est positionné quelque part dans le monde en train de regarder le reste du monde, d'y voyager, de le contempler ou de rendre un culte. On parle volontiers quand on voit ces assemblées de personnages, de processions, de cortèges. Eh oui, il y a peut-être un petit peu de ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ces personnages qui ont l'air peut-être un peu inquiets, bouche ouverte, mais c'est dans le silence de la sculpture, évidemment. Donc, il y a une espèce de, de cri primal comme ça qui vient. Qu'on va retrouver dans l'écriture sèche. Oui, voilà, par exemple, hein, et dans l'illisibilité de l'écriture, voilà. En quelque Parce que sorte. C'est un Voilà. double face de quelque chose. Il y a le silence du guetteur, du veilleur, et puis oui. là, et puis tu as le cri, comme tu dis, qui est dans voilà, l'écriture. qui est illisible, enfin, voilà. En tout cas... Mais tu vois, d'un côté, il y a le calme et il y a la nervosité qui apparaît. Absolument, absolument. On sent en tout cas, qu'il y a une tension. Mais pour moi, je sais que certains peuvent y lire de l'inquiétude, et c'est vrai que on peut voir dans les petits visages un certain effarement. Mais pour moi, c'est vraiment une manière d'être terriblement, tragiquement, vraiment tragiquement au sens philosophique grec du tragique, tragiquement aux aguets de ce qu'est la vie, avec tous ses travers, ses bonheurs, ses machins. Et là, je sens ces personnages, ils sont là comme ça. Et puis, je pense aussi, il utilise des arbres, mais moi je pense, il n'y a pas encore si longtemps, dans nos contrées, on avait des arbres à clous dans les campagnes. On allait mettre des clous, des ex-voto à certains arbres. Je pense qu'il y a un peu ce genre de culte qui est pas dit justement dans les œuvres de Yefan, mais qui est là à l'œuvre. Et aussi, une chose me frappe dans son travail, c'est que il n'hésite pas à faire des personnages seuls. D'ailleurs, il y a un autoportrait assez étonnant en trapéziste, en fil de ferriste qui est reproduit dans le livre. Bon, il n'a aucune ressemblance de visage, mais peu importe, l'autoportrait caractérise bien le personnage. Et donc, je disais, il n'hésite pas à faire des personnages seuls, et d'un autre côté, il n'hésite pas non plus à faire des assemblées, des foules. Et quelque part, ça me paraît doublement parlant de l'extrême solitude qu'on peut avoir au sein d'une foule, et d'un autre côté, notre instinct grégaire de nous rassembler, peut-être pour nous consoler, pour partager, pour échanger. Alors imagine le personnage qui est en pleine forêt en balade, l'oreille à l'écoute, le regard posé sur les arbres qui bougent légèrement, ou en promenade le long de la mer avec le murmure des vagues et tout, et là, comme on l'a déjà dit, il ramasse ce qui ne bouge plus pour redonner une vie à quelque chose. Quel est l'état d'esprit, penses-tu, du personnage qui est là à côté du vivant et de l'immobile? Je pense que c'est de la pure poésie. Je pense qu'il est dans un suspens poétique. Il est en accord avec le monde, en accord avec lui-même, en accord avec la rencontre, la découverte. Parce que effectivement, s'il marche au hasard,
même s'il sait où il habite et sur quelle plage il marche, il ne sait pas quel coquillage il va rencontrer, quel brindille, quel morceau va échouer. Donc je pense qu'il est dans un suspens poétique complet et parfaitement à l'écoute, et que les choses, en fait, les choses parlent. Mais de la même manière qu'on ne peut pas lire son écriture, si tu veux, ça parle poétiquement, ça parle en voix intérieure, ça parle en prophétie, oui, j'étais en attente, oui, je suis venu à la découverte, oui, je prends, je reçois, et puis après je vais donner. Vraiment un parfait accord avec le monde. Moi, je pense qu'il est dans des instants comme ça, et puis après, je peux très bien comprendre le geste du créateur. Il a vu quelque chose et puis il soupçonne qu'à partir d'une brindille, d'un coquillage, d'une plume, que sais-je, d'un tronc d'arbre, d'une souche. C'est important, faire souche. Hein, c'est des personnages plantés. Oui, faire souche, c'est une expression bien française qui dit bien ce que ça veut dire et qui mène à des généalogies. On parle d'arbres généalogiques non plus, hein, parce qu'on parle de civilisation lointaine. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement, il soupçonne quelque chose dans ce qu'il trouve. Et puis il ramène à son atelier, je ne connais pas son atelier, je dois bien l'avouer, mais je l'imagine, et puis il pose quelque part, et puis il y a une autre pièce. Et puis il y a un moment où il va faire un assemblage. Et il reconstitue une famille. Il va reconstituer, il va donner corps à une sculpture qui aura du sens à partir de choses qui n'étaient que des débris et comment dire, des débris auxquels personne d'autre que lui n'aurait accordé d'importance. Tu as feuilleté l'ouvrage, tu as lu quelques textes. Tu as lu les quelques textes qu'il y avait. Que penses-tu du ressenti des 2 ou 3 ou 4 personnes qui ont écrit dans le texte? Ah bien, qui ont des avis divergents. Oui, mais un regard tout à fait différent. Mais effectivement, et c'est très bien d'ailleurs, parce que je n'ai pas retenu tous les noms, mais bon, par exemple, je sais que Turine, il y a plusieurs textes de Roger-Pierre Turine qui est critique d'art, et bon, Turine a un regard de critique d'art au sens de passeur. C'est-à-dire qu'il va voir les œuvres et puis il en rend compte par écrit. En l'occurrence, lui travaille à la Libre Belgique. Bon, ici c'est dans un livre, c'est plus évident, mais il a ce côté passeur. Mais par exemple, Caroline Lamarche, qui est romancière nouvelliste, je pense qu'elle est allée plus saisir une ambiance de vie, par exemple. D'autres qui le connaissent mieux ou qui l'ont fréquenté depuis longtemps ont plus rendu compte de son quotidien, de ses démarches, de son travail au jour le jour. Mais je trouve que les textes, dans leur différence et leur variété, rendent bien compte de l'univers de Yéphane qui, en fait, on le devine. Moi, je le connais un peu, je ne l'ai jamais interrogé sur son travail, mais Yéphane est très discret sur son travail. Il n'explique pas son travail. Il fait et il donne, mais il n'explique pas. Et il a une très belle phrase dont je vais essayer de me souvenir. Oui, il dit « Je n'ai rien inventé », c'est à peu près ces mots, « Je n'ai rien inventé, je me suis seulement souvenu ». Et c'est bien ça. En fait, il se souvient que la brindille qu'il trouve, la plume qu'il trouve, avait une vie, un envol, une vie verte, fructueuse, et puis, mais qu'elle
elle est passée et que c'est la vie qui passe. Ce que je trouve très extraordinaire, et effectivement le livre en plus dans ses couleurs et toutes ses reproductions en rend bien compte, c'est qu'on est dans des tons dans des tons de terre, de feuilles mortes, des choses pas. On est ou de pierre, de basalte. On est dans des tons d'éternité, pas dans des tons de saison. Et c'est bien ça justement qui me paraît la force de l'œuvre, c'est qu'elle traverse. C'est qu'effectivement les saisons amènent de la verdure, des couleurs, des floraisons multicolores, mais là, avec Efan, il y a une même couleur qui domine depuis longtemps, depuis très longtemps, et qui là, métaphorisé en inventant cette civilisation d'harmonie qui vient du fond des âges et qui nous traverse et qui va nous... C'est Chaperon Rouge qui retourne sur ses pas et qui ramasse. Quelque part, si tu veux. Voilà. Oui, oui. Jack, je te remercie beaucoup pour Et ce je regard t'en que prie. tu as eu sur l'ouvrage et sur l'artiste. T'en prie. Nous souhaitons bonne vie à l'ouvrage et Mais bonne évidemment, vie évidemment. au peintre aussi. Évidemment. À très bientôt Merci, pour toi, Willy. Jack.